pour la question des super-héros, je pense qu'on va peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que sinon on va. On a 4000 exemples. Bah ouais, d'autres, mais, en fait, on peut parler à l'infini des super-héros oui, parce que oui, c'est oui. trop large. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. les super-héros existent depuis bientôt 100 ans, donc forcément on a Bah ouais, c'est matière. clair. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un autre truc qui pourrait être intéressant. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient parler de super-héros. De toute façon, j'imagine que j'aurai l'occasion d'en reparler. Peut-être même que je te Bah, inviterai. même moi, je ferai probablement Ah d'autres bah ouais. vidéos. Ben, Bah, j'ai des idées pour défermer l'ASC sur les Indestructibles ou sur Superman, donc forcément Carrément. à un moment ça va revenir quoi. En tout cas, moi, ma question numéro 2, c'est la question que j'attendais le plus parce que je trouve. Alors, pour ceux qui veulent voir qu'on fasse un speech pour expliquer ce que c'est. Est-ce que tu te rappelles de Tommy Wiseau? Ah, bien sûr, c'est grâce à moi que tu le connais. Bah oui. C'est grâce à moi que tu le connais. Connard. Alors, pour expliquer qui est ce personnage, c'est un. Comment on peut dire? C'est un auteur-réalisateur. C'est un auteur, réalisateur, producteur, acteur, C'est tout. chef d'une boîte. Je crois c'est juste la musique qu'il a pas fait. Ah, il a pas fait la musique? Non, Non, il est non. mauvais quand même. Il aurait pu tout faire jusqu'au bout. Et du- pas Alexandre Astier qui veut. Ouais, exactement. Alors, moi, je trouve que. Alors, son film, c'était. The Room. Ah, The Room, c'est ça. Pour moi, c'est un exemple typique d'introduction à ce qu'on pourrait appeler l'éthique du cinéma, de comment on réalise un film. Hmm. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que quand on réalise un film, en fait, il y a des normes, des choses Oui, de il y a une de hiérarchie, règles, quoi. c'est Il ça. y a le réalisateur, Ouais, il y a c'est les The Room. producteurs, il y a les exécutants, il y a la Exactement. régie, il y a les acteurs. Voilà, généralement, les producteurs et les réalisateurs sont au-dessus. Voilà. Pardon, il va sortir un film cette année? Non, c'est une blague. Tommy Wiseau, c'est possible qu'il joue dans un autre film, tu vois, parce Ouais. que il joue toujours dans quelques trucs, voilà, des films qui essayent justement de capitaliser sur C'est le bad buzz incroyable. qu'il avait, mais je crois que réaliser, peut-être, mais je pense pas que ça va avoir le même impact que... Un film de requin. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je crois qu'il était là-dessus, mais... Oh putain, faut qu'on voit. Hein. Bah, je sais pas si ce sera aussi intéressant que The Room, tu vois. Parce Hey, que tu vois, Marc. The Room, l'intérêt, c'est que ça a été fait limite sincèrement. Tu vois, il voulait vraiment Ouais, bah raconter son histoire et tout. Et au vu des réactions, il s'est dit, ok, je vais capitaliser sur le fait que tout le monde me trouve ridicule. Ouais, c'est vrai. Et Ça justement, sera- ça, je il vais y aura trouver. pas le même goût. Oui, voilà, Mm. je vais trouver ça un petit peu chiant que ce soit self-aware. Voilà. Et du coup, pourquoi je voulais parler de Tommy Wiseau? C'est parce que il est connu pour être un réalisateur catastrophique sur la réalisation et surtout dans la manière de Dans la gérer gestion ouais, de son équipe. dans la gestion de l'équipe. Il a fait des choses horribles. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est intéressant parce que la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les limites d'un producteur par rapport à ses acteurs. Parce que ça, c'est assez large. Par exemple, on peut parler aussi du nu dans les films. À Mhm. quel point on peut demander aux acteurs Mhm. d'aller loin dans les scènes. Surtout qu'il y a des fois où c'est limite des pièges. Ah, carrément. Il y a la scène très connue de Basic Instinct où t'as Sharon Stone qui déplie ses jambes pendant un court instant Ouais. pour qu'on voit sa chatte. On la voit vraiment, hein, faut la HD et tout, mais on la voit. Et en fait, elle a été piégée. Ouais, c'était une. Parce que elle avait prévenu l'équipe que au fait j'ai pas de culotte, ça va se voir ou pas. Et on dit non, ça va pas se voir, t'en fais pas, il y a de l'ombre, la lumière, on gère et tout. Et C'est horrible, hein. voilà, tu vois, j'aime Ouais. beaucoup Paul Verhoeven et je trouve Basic Instinct intéressant en tant que film, mais vu l'impact néfaste que ça a eu sur la carrière de Sharon Stone, c'était pas très cool quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, la question qui se pose, quelles sont les limites objectives qu'on peut mettre quand on est un réalisateur Bah avec ça, ses acteurs? ça justement c'est en train de changer, tu vois. Parce Ah que bah oui, heureusement. là, on laisse plus faire justement les. Maintenant, on est à l'époque d'Internet et n'importe quel acteur, chef d'équipe peut témoigner quand t'as un mec qui fait le connard sur le plateau, quoi. Bah, là où ça a commencé vraiment, c'est une mini révolution, c'était pas trop brusque non plus. C'est pour le célèbre mème sur Christian Bale. Je sais pas si tu connais cette histoire. Non. Alors en fait, durant le tournage de Terminator Renaissance, le 4e film Terminator, où il joue le fameux John Connor, Ok. il y a eu un moment où t'as un mec de la lumière, qui, on sait pas exactement parce qu'on n'a pas les images, on n'a pas les faits, mais Christian Bale, il était dérangé par son travail parce que apparemment il lui balançait de la lumière dans la gueule, et il a démoli. Mais genre, il y a un enregistrement audio qui tourne depuis des années, que c'est devenu un mème et tout, il y a même des jeux vidéo qui font référence et tout, où c'est Christian Bale qui l'engueule en disant What the fuck are you doing? No, we're done professionally. Voilà, il le massacre et tout. Et c'est là que tu te rends compte que putain, il y a des comportements toxiques qui sont tolérés dans l'industrie hollywoodienne. Clairement. Voilà, il y en a beaucoup qui citent Stanley Kubrick, mais un cas que je trouve intéressant, c'est Joss Whedon
Ah oui. Sur Justice League, justement, tu as vu ma vidéo, je suppose, bah, où justement j'explique qu'il y a eu pas mal de soucis là-dessus. Mais pourquoi le mec s'est permis de faire ça? C'est parce que les producteurs, voilà, ils se sont ils lui ont donné la légitimité, ils lui ont pratiquement couvert pour qu'il puisse faire ce qu'il veut du moment qu'il fasse le film au plus vite, au moment où il faut, etc. Et ça, c'est un petit peu le problème du système capitaliste d'Hollywood, tu vois. Genre, ils sont prêts à tolérer les pires saloperies. Ils ont toléré Watch Team, quoi. Donc, forcément, à partir de là. C'est sûr. C'est vrai que ça peut être compliqué. Mais du coup, moi, il y a un truc qui me pose parce que. Et oui, je pense savoir où est-ce que tu veux en venir. C'est le fait qu'au bout d'un moment, les gens, ces mecs-là en sont glorifiés. Oui, bah par exemple, moi, j'adore. Je l'adore, Tommy Wiseau. Je n'arrive pas à le détester. Tu es fasciné par le bonhomme, mais c'est normal, vraiment. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Humainement, je trouve qu'il est incroyable alors que c'est un connard. Enfin, faut le dire. C'est un connard, oui, mais tu vois, il y en a qui essayent de dire faut faire la différence entre la personne et l'artiste. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu vois, l'artiste existe en fonction de la personne. Tu vois, Tommy Wiseau, quand il a fait The Room, justement, il a fait des trucs qui lui touchaient personnellement, il a fait ses références et tout. Donc il y a un petit peu la personne. Mais par contre, tu vois, tu peux trouver le travail de la personne intéressante, carrément, tout en disant que c'est le plus gros fils de pute. Mais du coup, c'est difficile. Stanley Kubrick. Ouais, bah carrément. Stanley Kubrick, il y a des tas d'anecdotes. On peut remplir 40 bouquins sur toutes les saloperies qu'il a fait. Mais toujours est-il que ça fait de super films. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire des films aussi bien en étant un peu moins connard? Je pense que oui. Il y en a beaucoup qui arrivent à faire de super films. Bah, Edgar Wright, aux dernières nouvelles, on n'a pas d'histoire il a torturé psychologiquement une actrice ou quoi que ce soit. Non, de toutes les anecdotes qu'on a sur ces films, tout se passe toujours bien. Seule exception, c'est Ant-Man, mais Ant-Man, il avait même pas commencé à tourner le film, donc c'est une autre affaire. Bon. Parce que moi, alors, j'ai pas de film précisant, mais je sais qu'il y a des fois, il y a certains films où le réalisateur ne dit pas exactement ce qui va se passer sur la scène aux acteurs pour que ce soit très spontané. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette méthodologie? Ça dépend de la façon dont tu le fais. Voilà, parce que y a la façon douce de le faire et il y a la façon vraiment torturer les mecs. Là, en façon douce, il y a deux exemples qui me viennent. C'est Die Hard. Tu as vu le film, je sais que tu l'as pas trop aimé, mais voilà. La scène où Alan Rickman tombe. Il y avait il tombe pas vraiment du haut d'un immeuble, tu vois, il y a un fond vert derrière et tout, je sais plus quelle technologie ils ont utilisé, mais il tombe quand même d'une petite distance, quoi. Mais pour avoir le côté spontané, le réalisateur est allé lui faire OK, alors à 3 je te lâche 3. Et du coup la tronche qu'il fait, tu te dis fils de pute. Et tu vois là limite c'est mignon encore. Justement c'est une petite blague. Luz-Marie. Là, tu vois, c'est le genre de blague que tu me ferais, toi. Ouais, mais alors, c'est vrai que c'est mon humour à la base. Mais c'est vrai que, du coup, il y a quand même un manque de consentement qui est assez terrible parce que. Alors, oui, mais là, à la limite, ça passe. Tu vois, à la limite, je pense que Alan Rickman, il a rigolé encore des années. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est pour E.T. La particularité de ce film-là, c'est que Spielberg, il a fait en sorte que tout le film soit tourné chronologiquement. Genre, les scènes du début ont été tournées en première, quoi. Il a fait tout ça pour que la dernière scène, ce soit la scène d'adieu avec E.T. Et grosso modo, il a fait comprendre aux gamins, c'est la dernière fois que tu vas voir E.T. Okay. Et du coup, c'était limite de vraies larmes, tu vois. Ah ouais, donc c'était vraiment. Ah ouais, c'était pour créer la vraie émotion de la séparation. Oui. Alors tu vois, on peut dire qu'il y a un petit peu de manipulation, mais limite, c'est pas bien grave, quoi. Justement, voilà, ça profite du fait qu'il a un attachement, il s'entend bien avec le gamin et tout, et ça peut être une façon de faire. Après, il y a la façon un peu plus chiante, comme par exemple Stanley Kubrick qui a pratiquement torturé, j'ai oublié le nom de l'actrice, celle dans Shining, que voilà, il a pas arrêté de la martyriser et tout parce qu'il l'a trouvée mauvaise ou quoi, alors que moi je trouve qu'elle fait le café, mais bon, en plus, de toute façon, même avec tous les efforts de Stanley Kubrick, elle s'est quand même tapée un Razzie Award avec ce film, ouais. Donc comme quoi, ça servait à rien de la torturer, quoi. Attends, mais E.T. il existe vraiment? Mais non, mais le personnage, l'animatronique, tu vois. Non, mais Melkor il troll. Ouais. Shirley Duvall, voilà. Shirley Duvall, voilà, ça l'a détruit ce film. Elle a continué à faire des films, tu vois, ça a apporté toujours des séquelles. Limite, je crois qu'elle cauchemardait toujours de Kubrick qui l'engueule ou des trucs comme ça. C'est chaud, c'est terrible. D'ailleurs, Melkor, faudra que je t'invite à coup. Faut que j'y pense. Voilà, il y a sûrement d'autres exemples. Ah oui, l'autre problème, c'est les méthodes acteurs. Ça, tu vois, c'est un gros cancer parmi les acteurs. C'est vraiment quand un acteur part en délire total. Pour correspondre à un rôle, il décide de comprendre psychologiquement, de se transformer psychologiquement limite en ce personnage.
Même physiquement, tu vois, il y a des gens, par exemple, pour jouer en gros, il va se manger 40 pizzas dans quelques jours pour pouvoir atteindre le physique qu'il faut. C'est comme ceux qui perdent énormément de poids pour entrer dans les C'est critères. Christian Bale. Christian Bale, par exemple, c'est un méthode acteur et il s'est détruit le corps, quoi. Là, maintenant, tu le regardes, c'est limite une éponge maintenant, le pauvre gars, parce qu'il avait fait une longue période, pendant 10-15 ans, où vraiment il passait d'un rôle où il devait être giga maigre jusqu'à en devenir maladif, à super baraqué pour des films comme Batman. Et la dernière fois qu'il s'est transformé, c'était dans Vice, je crois, où il s'est grossi pour le rôle. Ouais. Là, juste après, il a fait Le Mans 66, où il fallait qu'il soit un peu plus maigre. Et tu vois, limite, sa peau est toujours en train de truc. Et il peut plus faire ça maintenant. Il peut plus faire ce genre d'extrême et tout. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est quand ils deviennent connards avec les autres acteurs, tu vois. C'est, par exemple, on va rester dans les super-héros. Le premier film de Suicide Squad, pas celui que t'as vu, la daube qu'il y avait juste avant. Moi je l'ai pas vu le premier. Voilà, dans ce film, il y a le Joker, joué par Jared Leto. Et Jared Leto, qui est un méthode acteur, voilà, et il avait fait en sorte de se transformer psychologiquement en Joker. Ce qui voulait dire, il y a le personnage d'Harley Quinn dans celui-là, donc il avait envoyé à l'actrice Margot Robbie, qui est censée être, Harley Quinn, le Joker, je pense que t'as compris qu'ils étaient censés être ensemble. Voilà, et il lui a envoyé des sextoys usagés, des truc comme ça. Il a envoyé des boules de geisha aussi, des trucs comme ça. Balèze. Et pour les autres acteurs, genre Will Smith, il lui a envoyé des animaux morts. Genre un petit rat ou quoi. Merde. Et il y a eu des tas de témoignages là-dessus et c'était genre, mais gros fils de pute, quoi. Ah, mais Un autre exemple de ça, crois-le ou non, Jim Carrey. Ah bon, Jim Carrey, il avait fait, je sais pas s'il le fait régulièrement, tu vois, mais il y avait un film où il était parti vraiment à fond de la méthode acting, et c'est Man of the Moon. Man of the Moon, c'est un film biographique sur un comique dont j'ai vraiment pas la mémoire des noms, je l'ai oublié là, mais c'est un grand comique qui était vraiment, c'était les trolls avant que ce soit un truc sur internet, tu vois. Ouais. Et justement, il était tellement à fond dans le rôle que il faisait genre qu'il était possédé par l'esprit de ce mec quand il était sur le plateau de tournage. Il insultait les gens et tout. Des fois, il se disputait avec le réalisateur parce que je comprends mieux le personnage que toi, ferme ta gueule et tout. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Des fois, ça crée vraiment des situations vraiment toxiques, toi. Et là, justement, grâce à Internet, avec les témoignages et tout, on commence à condamner beaucoup plus rapidement ce genre de choses, que ce soit avec Weinstein, avec Joss Whedon, avec Jared Leto. Voilà, on fait comprendre, on veut pas de ça. On veut pas que des gens soient torturés pour nous faire des bons films. Laissez-les tranquilles. Vous pouvez faire des bons films tout en étant sympa. Merde. Clair. Non, mais oui, je comprends. Donc, pour revenir un peu sur le fondement de ce qu'on pourrait appeler l'éthique sur un tournage, moi j'avais une autre question à te poser. C'est Andy Kaufman, voilà, c'était ça l'acteur que Jim Carrey jouait. Voilà. Qu'est-ce que toi tu t'imaginerais ça serait quoi le bon équilibre entre le consentement de l'acteur et justement la surprise, la capacité de liberté à faire une surprise à un acteur. Pour toi, à partir de quel moment on peut considérer qu'on a le droit de ne pas tout dire c'est une question de collaboration, tu vois. Justement, les meilleurs réalisateurs et acteurs, c'est justement ceux qui collaborent le plus facilement. Donc, il faudrait qu'il y ait en fait une sorte de lien. Oui. Qui dépasse pour déjà qu'ils le savent film. Qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire et de dire aux mecs. Voilà, là, par exemple, il y a des duos d'acteurs-réalisateurs qui se font souvent. On se moque de Tim Burton et Johnny Depp qui ont pratiquement fait une dizaine de films ensemble. Et du coup, tu vois, quand ils sont dans un délire, ils se comprennent, ils sont consentants et tout. Johnny Depp, il est enthousiaste à tout ce que propose Burton et Burton, il fait avec et tout. Ou encore Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, voilà, où il a fait des trucs où vraiment il s'est donné à fond. Leonardo DiCaprio, tu vois, il est dans la fine limite entre le méthode acting et le mec sympa, tu vois. Parce qu'aux dernières nouvelles, il a pas torturé de gens, etc. Mais t'as des anecdotes, comme par exemple une scène dans Django Unchained où il crie comme un gros malade après avoir piégé un mec. Il a un verre dans la main à ce moment-là et il s'est éclaté le verre dans la main. Et là, limite, voilà, c'est pour montrer à quel point il est à fond dedans. C'est un petit peu dangereux parce qu'il s'est quand même fait super mal en faisant ça, quoi. T'as avec littéralement un mec de la technique qui était déguisé en quoi et qui lui passait vraiment le truc, mais ça reste quand même, c'est un accord avec le réalisateur, c'est le fait qu'il a pas blessé quelqu'un d'autre. Voilà, limite j'ai un peu plus de respect pour ça, même si c'est toujours pas super cool, mais voilà quoi. Justement, les méthodes d'acting qui se font souffrir eux-mêmes plutôt que les autres, c'est déjà un peu plus respectable, quoi. Ok. D'ailleurs, autre question qui découle un peu de celle-là, alors c'est un peu compliqué, je te préviens tout de suite, c'est on va parler de la responsabilité sur le plateau.
ça arrive qu'il y ait des morts. Oui, Pendant il y a un beaucoup film, d'anecdotes comme ça. Ouais. C'est pas régulier, mais bon, c'est quand même un métier qui maintenant, malheureusement, est dangereux. Mm. Dans un cas où il y aurait un décès sur un tournage, pour toi, qui doit porter la responsabilité? Ah bah, ça dépend parce qu'il y a tellement De cas différents. Ouais, Mais- il y a des cas différents, mais surtout d'éléments. Tu Ouais, vois. ah bah c'est clair. Bah là, par exemple, je pense que l'un des pires exemples d'accident qui est arrivé durant un tournage, qui me vient en tête en tout cas parce qu'il y a sûrement eu pire, c'est dans le film La Quatrième Dimension. Mm. Il y a un segment qui se passe un moment au Vietnam. Sur cette séquence, il y a eu un accident avec un hélico qui devait juste servir. Je crois que ça devait j'en ai servir de entendu caméra parler. et tout. Et C'est l'hélico, il a déconné et il a foncé sur deux enfants qui servaient de figurants. L'acteur principal de ce segment, il s'est dépêché d'aller récupérer les gamins pour les sauver. Trop tard, ils sont morts tous les trois. C'est chaud. C'est voilà, c'est probablement un des pires trucs qui soit jamais arrivé dans la carrière de Spielberg. Mais du coup, là, c'est un accident. Malheureusement, les Merci, accidents, Honor Chan. c'est toujours. C'est pour ça qu'on a des procès, justement, pour savoir le niveau de responsabilité d'un truc. Est-ce que c'est les mecs des effets spéciaux? Est-ce que c'est le pilote d'hélico qui a fait le con? Est-ce que c'est le réalisateur qui a fait n'importe quoi en demandant si, ça, sous Ouais. et tout? Voilà, ça dépend vraiment des cas, tu vois. Des fois, on arrive à déterminer qui est le responsable, mais par exemple, là, j'en vois certains qui citent Taxi 2, qui est un exemple de film où justement Luc Besson, le producteur, a eu des tas de procès justement parce que ce tournage a provoqué 2-3 morts, je crois. Des cascadeurs, tu vois. Et justement, tu peux. Ça, C'est dur, hein. Je crois qu'il s'en est sorti, mais il y a tout de même voilà, cette question qui est le responsable de ça? Est-ce que c'est le cascadeur qui a mal préparé son truc? Est-ce que c'est la régie qui a mal fait venir les éléments qui devaient assurer tout le C'est monde, vrai que etc. les parents n'étaient pas prévenus pour les enfants. Qui jouaient dans le film. En plus, ça je savais pas ça, tu vois. Si c'est vrai, c'est horrible. Ouh, Ah, c'est tu encore mets- pire, Là, ouais, merde. c'est vraiment horrible. Ouais. Mais, Mais tu vois, il y a toujours des catastrophes comme ça. Ou encore, je pense qu'un des cas qui me vient en tête où tu peux vraiment blâmer le réalisateur, c'est, j'ai oublié le nom du film, le Fossoyeur du film, on avait parlé dans un de ces trucs où il parle des tournages catastrophiques, c'est un truc avec des animaux, ouais. où ils ont vraiment tourné avec de vrais Ah, animaux sauvages. et j'en ai tout, entendu ouais. parler. Bah justement, là, je pense qu'on peut blâmer le réalisateur pour tout Ouais, ce qui s'est clairement. passé, parce que le mec, il voulait tellement être Dans le réalisme. dans le réalisme et tout, dans le concret, que bah du coup, il a vraiment mis les acteurs parmi les animaux sauvages. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se font bouffer. Bah, évidemment. Bah, D'ailleurs, Évidemment. truc un peu de fou. Moi, j'ai une question. À partir du moment où il peut y avoir des morts sur un film, est-ce que c'est légitime de prendre ce risque? Parce que finalement, un film, ça sert à quoi? Ça sert à distraire un public. Mm. À partir de quel moment on peut considérer que le divertissement d'un grand nombre peut justifier la prise de risque, même minimale? Ah, ça, c'est une certaine philosophie autour des cascadeurs, tu vois, parce que justement, il y a. Ils ont un petit peu une philosophie où vraiment ils sont prêts à se donner à fond, de faire des cascades incroyables pour faire rêver les gens, quoi, tu vois. Ouais. C'est tout le principe du cirque, j'ai envie de Ah dire. bah oui. Justement, le mec qui saute de truc en truc, qui risque la mort, c'est justement pour impressionner le fait que tu vois des gens courageux qui se donnent à fond dans un truc, etc. Jackie Chan, par exemple, c'est un de ces exemples d'acteurs qui fait tout le temps vraiment ses cascades. Et genre, par exemple, il y a une scène où il est accroché à un hélico, il n'a pas de câble pour le protéger ou quoi que ce soit, il tient vraiment à la force de ses bras. Ça, c'est fou quand même. Et il faut avoir la confiance, hein, faut avoir la confiance en ta force, etc. Je pense qu'il s'est entraîné aussi, tu vois, il y a aussi oui, ça. j'espère. Justement, les meilleurs cascadeurs, c'est ceux qui s'entraînent tellement à toutes les éventualités que du coup, ils peuvent s'en sortir dans les conditions, quoi. Il s'est blessé sur un tas de trucs, voilà, je crois qu'il est allé très régulièrement à l'hôpital à cause de tous ces tournages, il s'est électrocuté, il s'est coupé les c'est bras, chaud, il s'est hein. pété une jambe et tout, voilà, il a arrêté maintenant, hein. Ça fait quelques années qu'il a arrêté de faire des cascades, mais de l'autre côté, c'est ce qui le rend aussi cool, tu vois. Ouais. Justement, le fait qu'il va au fond. Le seul truc, c'est que voilà, faut savoir à quel moment tu forces des cascadeurs à faire de la merde et à quel moment c'est le cascadeur qui veut vraiment faire de la performance. Oui. Il y a ça aussi, c'est la philosophie de la performance Ouais, je comprends. chez les D'ailleurs, acteurs. il y a un truc qui est remonté, c'est la question du contrat. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est que techniquement. Oui, il y a des assurances vie et tout. Non, mais justement, dans- au-delà de ça, quand tu fais un contrat, tu es censé consentir Mm. au risque que tu prends. Tout à fait. Et en théorie, c'est censé protéger Mm. les autres personnes des risques que tu prends toi-même. Mais Ouais. c'est quand même une question qui est intéressante parce que ça serait plutôt la question de la liberté de choix quand tu rédiges Ouais. ce contrat. Bah Ça, d'ailleurs, c'est par compliqué, rapport au contrat, c'est, tu vois, il y a certains contrats, il y en a certains qui citent Tom Cruise, c'est Ah le ouais. cas de Tom Cruise, c'est le fait que si les producteurs et réalisateurs voient une scène
et se disent non, c'est trop dangereux, on va pas mettre Tom Cruise, on va mettre Cascadeur, Ah ouais. c'est eux qui ont la décision finale. Parce qu'ils veulent pas prendre le risque de tuer que de Tom Cruise, quoi, tu vois. Ouais. Parce Alors que que si tu Tom techniquement, il y Cruise, a- c'est la fin de la licence, quoi. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que techniquement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vie qui a moins de valeur que les autres. Tu ne devrais pas. Pour les producteurs, la Ouais. vie de Tom Cruise a plus de valeur qu'un cascadeur. C'est Malheureusement. triste à dire, mais plaignez-vous du système capitaliste là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà quoi, et justement, avec les contrats qu'ils signent, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, dans le dernier film Mission Impossible qui est sorti, il y a une scène où il saute d'un bâtiment à l'autre, il s'est légèrement loupé, il s'est pété la jambe contre le mur du bâtiment où il a atterri, et bah ça a retardé le film, ça a fait que les producteurs ont dû verser une somme, ça leur a coûté cher quoi, tu Ouais. vois. Justement, ils finissent quand même par payer quand ça arrive, mais voilà. Ah, il y en a qui parlent aussi de The Crow. Alors, The Crow, c'est assez particulier parce qu'on a toujours pas. Je crois qu'on a toujours pas élucidé le mystère. En fait, c'est un film avec Jason Lee, le fils de Bruce Ouais. Lee. Je me trompe peut-être, je crois que c'est Jason. C'est grosso modo encore un film de super-héros d'ailleurs. C'est un mec qui a été tué, lui et sa femme, mais grâce à la magie d'un corbeau, il revient pour se venger, tu vois. Ok. Et il y a une scène où t'as quelqu'un qui devait lui tirer dessus et tomber par terre. Et à cause du côté blagueur de Jason, ils ont cru qu'il blaguait, le fait qu'il restait par terre même après qu'on ait dit couper et tout. Et ils ont remarqué que putain, il s'est vraiment pris, pas une balle, mais un débris ou quelque chose. Aïe. Il y avait quelque chose dans le flingue, parce que tu vois, les armes dans les films de cette époque, ils n'utilisaient pas l'effet flash pour Ouais. donner l'impression. Ils avaient vraiment des effets de détonation. Ouais, ils avaient C'est des balles à c'est blanc. balles à blanc, exactement. Il n'y a, C'est y a quand rien même qui dangereux, sort, mais il peut toujours y avoir des accidents, quoi. Ouais, c'est clair. Genre, si tu te tires une balle à blanc dans les yeux, Ah, mais- tu peux quand même perdre les yeux, En quoi. fait, il y a quand même une explosion. Dans une balle à blanc, Oui, voilà. c'est juste qu'il n'y a pas de C'est juste projectile. que, voilà. Mais s'il y a quelque chose dans le canon, ça pète quand même. Oui, voilà, et bien justement, apparemment, il y avait quelque chose dans le canon et ça a tué l'acteur. Ça, c'est chaud. D'ailleurs, ça aide pas par rapport on a des tas de légendes autour de la famille de Bruce Lee, comme quoi il y aurait une malédiction sur sa famille, parce que tout c'est. Ah, ok. Bruce Lee, il est mort de façon mystérieuse. Jason Lee, voilà, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il y avait ce débris et tout. Il y a toujours ce genre d'histoire-là, mais voilà, là, il y avait, de ce qu'on en sait, il n'y avait pas de responsable dans cette mort-là. C'est juste, personne pouvait savoir qu'il y avait quelque chose dans le flingue, quoi. Ouais, c'est clair. Juste, je vais descendre un truc 2 secondes en bas, j'arrive. Ok, J'en ai pour même pas une minute. ok, T'as qu'à parler au chat. ok. Alors, j'en profite pour vous raconter une blague corse. Alors, ça se passe dans les années 2000. C'est à l'époque où on commençait à passer des francs aux euros. Je sais que pour les jeunes, ça parle pas, mais voilà. Il y avait une période où on passait un petit peu de l'ancienne monnaie à la nouvelle monnaie. Et du coup, il y a une mafia marseillaise, voilà, un groupe mafieux marseillais, qui commençait déjà à préparer les faux billets en euros. Alors, ils ont fait les billets de 10, les billets de 20, les billets de 30 et... quoi, billets de 30, mais imbécile, ça n'existe pas les billets de 30. Alors du coup, ils se retrouvent avec tout un paquet de billets de 30 qui savent pas quoi faire parce que bien entendu ça n'existe pas. Ils essayent de les refourguer à qui ils veulent, qu'ils peuvent, voilà, au cas où il y a quelqu'un d'assez con pour croire que les billets de 30 ça existe. Ils ont beau essayer à Lyon, à Paris, à Lille, etc. Il y a personne qui tombe dans le panneau. Il y en a un, il a une idée. On va aller en Corse. Voilà, ils sont un petit peu benets, voilà, ils sont séparés du reste du monde, ils doivent pas savoir que les billets de 30 ça n'existe pas, donc on va essayer là. Donc il y en a un qui y va. Il trouve un petit papy assis sur un banc, voilà, tranquille, comme souvent on a des papys sur les bancs en train de jouer au boule ou quoi que ce soit. Et il dit, excusez-moi mon bon monsieur, est-ce que vous pourriez me faire un petit peu de monnaie Oui, bien sûr mon petit, qu'est-ce qu'il vous faut Alors voilà, j'ai des billets de 30. Ah bah ça tombe bien, j'ai 2 billets de 15. Voilà, fin de la blague. Vous en aviez alors des billets de 30 Non mais non, c'est une blague mec. Il n'y avait pas vraiment de billets de 30. Ça va, tu t'en ressors? Ouais, j'arrive. Ok, c'est un pause pipi, c'est pour ça. Voilà, je t'ai chauffé le fauteuil. En plus, il m'a piqué mon siège. Ah bah oui, faut bien que tu te mettes en position pour raconter ma blague. Ouais, je comprends. Du coup, ça c'était de l'humour corse. Félicitations. Vous avez eu le droit à un extrait en avant-première de son futur One Man Show. En plus, elle est pas de moi, je peux pas l'utiliser dans un one-man show. Je suis pas Gad Et Elmaleh. merde, ça c'est dommage. Bon, on va essayer de passer à la suite parce Ouais, que tant qu'à faire. Ouais. c'est vrai que. On a eu la transition pipi, donc on va pouvoir Bah ouais, passer. je suis désolé, hein, ça m'arrive de devoir uriner. Bah c'est à force de consommer des monsters, forcément. Hein. Ouais, je suis un sacripant. On va parler d'une question très très épineuse en philosophie qui a pendant, je pense, plusieurs années été débattue dans les sphères. Mhm. C'est la question de l'art dans le film. Est-ce que
finalement, les films en général, c'est vraiment de l'art. Oh bah ça, c'est unanime, tu vois. Ah bah, ça n'a pas toujours justement, été. c'est officiellement le 7e art, tu vois. Oui, alors Il y avait en aujourd'hui, effet une période où on voyait ça comme un truc marginal, que c'était juste pour le bas peuple et tout. Voilà, à l'époque des premiers films où c'était encore de l'art forain, quoi. C'était Ouais, un truc carrément. qu'on voyait dans les cirques. Mais voilà, quoi, au fil des années, c'est devenu. Les trucs populaires sont devenus un truc un peu plus élitiste parce qu'il y a eu les générations, etc. Forcément. Et du coup, tant qu'à faire, on va en faire un art pour pouvoir juger les nouvelles générations qui s'y connaissent rien, tu vois. Mais du Et- coup, est-ce que tous les films sont de l'art? Ou alors, est-ce que il y a des films qui sortent de cette catégorie, même sans le savoir? Je pense qu'à partir du moment où tu as vraiment un réalisateur qui voulait créer quelque chose de sincère, c'est de l'art. Après, oui, il y a beaucoup de trucs mercantiles dans le cinéma, malheureusement. Y a... Après, on peut faire de l'art qui rapporte. Voilà. Ça, c'est pas la question. Par exemple, considérer Space Jam comme de l'art, je pense que c'est mort, tu vois. Et bah, justement, ça, c'est la question. À partir de quel moment un film pourrait être de l'art et à quel moment il ne l'est plus? À quel moment il sort de sa catégorie? Donc, de toute façon, on va devoir questionner c'est quoi l'art, on va pouvoir questionner les définitions. D'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre dans la définition art? Alors, on va pas parler de la définition factuelle accordée aujourd'hui. Vraiment, toi, qu'est-ce que tu mets dans la bulle art? L'expression d'une personne à travers la création imaginaire, Ok. la maîtrise d'outils, etc. Voilà. Alors- Je pense que je peux pas faire plus rudimentaire. Bah, le problème, c'est que, est-ce que le fait de perfectionner, enfin, d'avoir une connaissance du matériel et de la technicité est obligatoire pour faire de l'art? Oui, bien sûr. Bah, c'est comme pour la peinture, il faut savoir comment marchent les couleurs, comment marchent les pinceaux, comment marchent les supports sur lesquels tu peins. Ouais, parce Voilà. que là, du coup, tu te Après, rapproches tu peux plutôt faire- de l'artisan. Oui. Si on prend cette définition-là. Techniquement, quand tu es dans la connaissance de la technicité, on parle d'artisanat, normalement. Bah après, les artisans et l'art, l'artisan c'est le travailleur, c'est vraiment celui qui maîtrise tout. Mais il y a aussi le côté créatif. C'est à partir de là où l'artisan devient artiste, tu vois. Ça, c'est compliqué parce que, encore une fois, ça, c'est débattu. Cette distinction art-artisanat, elle est très compliquée. Et d'ailleurs, elle est encore questionnée aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on a du mal à différencier les deux sur certains points. Il y a des fois où on est sûr, il y a des fois où on n'est pas sûr. On va avoir tendance à dire que l'artisanat, c'est plutôt quand il y a une forme de reproductibilité à une échelle grande et qui nécessite des méthodes précises, qui a une sorte de fiche de création. C'est-à-dire qu'un bon objet d'artisanat, c'est quelque chose qui soit reproductible par un autre être humain. Techniquement, un film est unique parce qu'il sort de l'esprit d'une personne, mais sur la technicité, il est reproductible. Donc, est-ce que la technicité rentre vraiment dans la définition de l'art? Bah, à partir du moment où le cinéma c'est c'est le parfait équilibre entre Ah ouais, l'art et l'industrie, forcément ça amène vers la maîtrise d'outils, quoi. Parce que moi, je doute pas que pour faire un bon film, il faut avoir de bons réalisateurs. Oui. La question que je me pose, c'est ce que pour qu'un film soit de l'art, on ait fondamentalement besoin que que la technicité soit de mise. Bah, le truc, c'est que tu vois, le cinéma, c'est un art collectif. Ce qui Oui, fait qu'il y a des ça, c'est artistes sur tous les niveaux. Du coup, ce qui peut rendre un film artistique, ça peut être le scénariste, ça peut être le producteur qui avait vraiment une vision. Voilà, ça peut arriver. Ça peut Oui, bien arriver sûr. que le producteur, ce soit le véritable artiste Ah ouais. de l'histoire et qu'il ait pris un exécutant qui accomplit cette vision. Ça peut être aussi le compositeur qui, en un côté, a réussi à créer quelque chose de vraiment unique, vraiment avec une vision, avec une passion Ouais, c'est dans ce clair. qu'il veut raconter, voilà. Bah, moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est les films Transformers qui sont nuls à chier, comme tu le sais, mais la musique, elle est géniale, justement, parce que tu sens qu'il y avait quelqu'un qui voulait exprimer quelque chose Ouais. et tout. Ou ça peut même être les acteurs, tu vois, justement. Ouais, On parlait tout à l'heure de la performance avec les méthodes acting, etc. Mais souvent, c'est un acteur qui fait le film, quoi. C'est pas. Bah, pour revenir à Jim Carrey, pour moi, un film que je trouve intéressant dans sa carrière, c'est Menteur. Parce que si tu regardes sur le papier, c'est nul à chier comme idée. Voilà, c'est pas logique, c'est vraiment un truc pour enfants gnangnan, la mise en scène c'est pas ouf, mais tout repose sur la performance de Jim Carrey qui vraiment arrive à montrer toutes les possibilités de cette idée toute conne de cet avocat qui ne peut plus mentir, tu vois. Et justement, c'est un petit peu lui l'artiste dans l'histoire. Okay. Et un exemple que j'aime bien, c'est encore un film avec Jim Carrey. C'est le Truman Show. Je sais pas si tu connais ce film. Bien sûr, Truman Show par contre j'aime beaucoup. Voilà, justement, c'est un film très intéressant parce que tu as des artistes à différents niveaux. Tu as le réalisateur, je crois que c'est Peter Weller si je me trompe pas.
c'est un réalisateur qui est très sur l'humain, qui s'intéresse vraiment à des communautés qui se séparent de la civilisation et tout, et qui avait fait Mosquito Coast, qui avait fait Witness, voilà. Et vraiment, il a une thématique bien précise là-dessus. Mais tu as aussi Andrew Niccol, qui est le scénariste, qui aime beaucoup tout ce qui est science-fiction d'anticipation, satire sociale, etc. Il a écrit le scénario du Terminal, il a fait Bienvenue à Gattaca et Lord of War, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime bien commenter. Et de l'autre côté, tu as aussi la sensibilité de Jim Carrey, qui vraiment arrive à créer un personnage assez unique là-dessus. Donc du coup, c'est le film de qui? C'est le film de Peter Weller, c'est le film de Andrew Niccol, c'est le film de Jim Carrey, voilà. Je vais essayer de te répondre un peu. D'ailleurs, juste pour répondre un peu au chat, alors l'esthétisme, on va pas en parler tout de suite parce que c'est très compliqué, très velu. Ça peut être superficiel, l'esthétique. Alors, pas en philosophie, c'est pas cette définition-là. Ça va être un peu trop compliqué, je pense, d'arriver sur ce terrain-là. L'émotion, on va y venir après. La question qu'on pourrait là tout de suite se poser, c'est que j'ai l'impression que toi, dans un film, tu vas avoir beaucoup d'artistes individuellement, et c'est plusieurs artistes qui vont en créer une œuvre artistique. Tout à fait, oui. Et ça, c'est un point de vue qui est intéressant, parce que c'est pas le point de vue de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont considérer que l'œuvre est art par elle-même, et pas forcément par les personnes qui sont autour. Justement, ils vont plutôt dire que toutes ces personnes-là, ce sont des artisans, et que c'est la connaissance globale de toutes ces personnes-là, et vu que, techniquement, plusieurs personnes, c'est mieux qu'une personne, l'œuvre de réalisation finit par devenir de l'art, parce qu'on dépasse, on transcende l'artisanat qui sortirait d'une seule personne. Toi, ta vision, elle est un peu différente, ce serait de dire que chaque artisan du film est important. Est finalement un artiste, sans le savoir, hein, parce que il a une émotion qui va apporter à l'œuvre. Même les cascadeurs, en fait. Ah, mais carrément. Justement, c'est l'art martial, la maîtrise des différents outils pour créer la sensation d'être dans l'action, etc. Justement, tu vois, il y a pas mal de cascadeurs qui limite font leur propre film de leur côté. John Wick, c'est un très bon exemple de ça, parce que justement, c'est un film de cascadeurs. Ça se voit, ils ont pensé au concept en dernier. Pour eux, le principal, c'était vraiment les scènes d'action, les chorégraphies, etc. C'est vraiment des professionnels de ça qui ont vraiment voulu mettre en avant cet aspect du cinéma qui, honnêtement, mérite plus de considération, quoi. Il y a pas mal de débats et de demandes pour qu'on ait un Oscar des meilleurs cascadeurs. Parce que c'est des mecs qui se donnent tellement à fond, qui font des trucs tellement incroyables qu'ils mériteraient de la reconnaissance. Malheureusement, ils sont dans le genre des films d'action blockbusters populaires. C'est un genre encore marginalisé et mal vu par la haute, voilà, forcément les snobinards. Mais il faudra un jour qu'ils aient le respect qu'ils méritent. Voilà. Donc je t'ai un petit peu interrompu. Non, c'est bon. Parce que en même temps, je lis le chat, mais il répond à sa question. Artiste, les choix et les composants de son œuvre. Un peintre choisit ses peintures, c'est vrai. Un objet est composé de plusieurs éléments. Certains films le sont. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ici, on va essayer de vraiment observer la création du film de manière macroscopique, c'est-à-dire dans l'ensemble de la définition du film et pas forcément de manière individuelle. Et c'est vrai qu'il y a très peu de films qui sont construits que par une seule personne. C'est rare, ouais. C'est rare. C'est vrai que du coup, c'est une œuvre qui est collective. Là, tu vois, il y a pas mal d'artistes qui se veulent auteurs en se mettant sur les différents niveaux artistiques. Par exemple, il y a Shyamalan, mais même lui, il est rien sans un bon casting, sans un James Newton Award et tout. Voilà, faut toujours qu'il repose sur le talent d'autres. Et un film qui a été fait uniquement par une personne, là, faut aller vraiment dans les trucs obscurs, genre le cinéma expérimental. C'est pas la question. Mais moi, du coup, on va revenir un peu à la question du début. C'est est-ce que toi, du coup, avec tout ce qu'on vient de déballer comme argument, est-ce que, par exemple, si on prend l'exemple de Space Jam 2, est-ce que tu es sûr que Space Jam 2 ne rentre pas dans la définition? Je suis sûr qu'on peut trouver de bons arguments même pour ce film-là, parce que tu vois, encore une fois, y a Monsieur Mua qui balance pas mal de bons arguments pour défendre l'équipe d'animation et des effets spéciaux, qui justement, malgré le fait que c'est un film ultra mercantile, technologiquement, ça a mené des prouesses qui ont pas mal servi pour le reste du cinéma, quoi. Ah oui. Les fonds verts, la façon de gérer les créatures imaginaires, voilà, malgré tout, ça a servi à l'évolution du cinéma. Après, à la base, l'art n'est pas censé servir fondamentalement à quelque chose. C'est-à-dire que quand on définit l'art, on n'est pas obligé qu'il y ait une utilité. Souvent, on dit que l'art est expectative, c'est-à-dire qu'on s'ébahit devant elle. C'est-à-dire qu'elle ne prend son sens. Elle peut avoir un apport pour la personne, pour l'individu,
même sociétal. Hein, de toute façon, il y a c'est des tout le messages truc- politiques. c'est tout le truc du besoin de représentation, c'est parce que justement, des gens ont besoin d'être plus représentés pour être mieux acceptés dans la société. Et ça, après, ça dépend ce que tu entends par utile, voilà quoi. C'est compliqué. De toute façon, oui, Parce c'est que forcément- utile, un film, ça t'envoie pas vraiment en Égypte, ça te nourrit pas, ça te prend 2 heures de ta vie pour un truc qui bouge et tu fais C'est pas sûr. grand chose, tu fais pas de sport ou quoi, voilà, c'est. C'est évident que ça dépend de ce que tu mets dans l'utilité. Voilà. Et ça, c'est un autre débat qui est très compliqué en philo. Mhm. Mais ici, c'est vrai que l'argument qu'on pourrait opposer sur la question de l'art et du cinéma, c'est que je connais très peu d'œuvres qui ne soient pas politiques. Et à la base, si on... Même les films qui se veulent pas du tout politiques deviennent politiques Ah ouais, malgré mais eux, alors quoi, si on part sur l'utilitarisme et l'esthétisme, Ah. là ça va être très très compliqué d'expliquer tout ça. Je suis désolé, on va peut-être en parler une autre fois, mais là ça va être vraiment Voilà, compliqué. genre par exemple, je vais prendre la licence la plus conne possible, Fast and Furious. Ouais, T'as quand même des histoires. Déjà, malgré tout, dans les premiers films, tu as quand même une glorification de la voiture, de l'objectivisation de la femme. Tu as tout de même une histoire de ces brigands Ah ouais. qui se retrouvent un petit peu dans ce milieu juste parce qu'ils sont nés dans le mauvais endroit, leurs familles se sont retrouvées dans, le bordel, dans tout un bordel. Mm. Et t'as ce flic qui expérimente leur existence et qui finit par paraître de leur côté. Ouais. Tu vois, c'est pas vraiment volontaire parce que dans le fond, ils se contentent juste de plagier Point Break, mais malgré tout, ils envoient des messages sociaux sur la femme, sur la pauvreté, sur la criminalité et tout, comment on doit punir la criminalité. Ou même dans les derniers où ça va dans des délires à la G.I. Joe ou n'importe quoi, t'as un truc qui revient souvent, c'est le Big Brothers. Je Ouais, suppose que tu connais le oui, concept. bien sûr, bah oui. Voilà, ça, c'est ça, je suis obligé. la technologie où tu surveilles tout le monde sur la planète. Et ben, ça revient quelquefois, mais jamais dans le sens péjoratif, tu vois. C'est vraiment un outil que les gentils veulent utiliser pour retrouver un méchant. Ouais. Et justement, ça envoie pas des super bons messages, quoi, tu vois. Logique. C'est là juste pour justifier des scènes d'action et pouvoir faire avancer le scénario. Mais en soi, utiliser un truc comme le Big Brother, qui est quand même un truc qui est bien connoté politiquement, quoi, tu vois. Ouais. Forcément, tu peux pas y échapper, même si ton but c'est le fun. Malgré tout, D'ailleurs- tu envoies des trucs. Moi, il y a une question là que je trouve extrêmement intéressante dans le chat. C'est, tu te rappelles, il y a eu un boycott de J'accuse. Oui, bah à cause de l'affaire de Roman Polanski qui est Ouais, revenu exact. et que cette fois, on a eu confirmation par A plus B que le cinéma français le planquait, quoi. Voilà. Ouais, clairement. Mais du coup, la question qui est intéressante, c'est vu que une œuvre un film comme J'accuse n'est pas que une œuvre du réalisateur, est-ce que en le boycottant, on n'invisibilise pas toutes les personnes qui ont travaillé autour avec cette personne? Moi, je poserais la question inverse. C'est est-ce que les conneries du réalisateur et le fait qu'il utilise ce film pour pouvoir échapper à la justice parce qu'il est aimé par les Césars et tout, ce serait pas ça qui invisibiliserait le truc, tu vois? Ouais, je sais Justement parce que oui, c'est dommage pour tous les artistes qui ont bossé dessus et peut-être que dans un futur proche où ce scandale sera réglé, que genre qu'il aille en tôle ou pas, qu'il soit mort ou pas, voilà, on s'en fout. Genre dans 30 ans où ça n'aura plus aucun intérêt de parler de ça. Peut-être un exemple historique pour éviter de répéter ses erreurs, bien sûr. Mais à ce moment-là, ouais, peut-être qu'on pourra plus se concentrer sur ce qu'ont apporté l'équipe photographique, les acteurs, etc. Je crois qu'il y a eu un scénariste qui n'était pas Polanski dans le lot, je sais pas, je me suis pas trop renseigné sur l'équipe technique du film, mais voilà quoi. Bah, par exemple, c'est ce qui se passe avec Naissance d'une nation. Je sais pas si tu connais ce film. Malheureusement. Alors c'est un très vieux film, c'est un film, c'est même pas parlant en fait, et c'est un film qui est pro Ku Klux Klan. Mais genre vraiment en fait ça a même littéralement relancé le Ku Klux Klan que l'on connaît aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est fort. Oui, voilà, donc tu vois, c'est un film vraiment moralement ultra condamnable, Mm. mais de nos jours, tu vois, des gens le revoient et voient comment il maîtrise certains outils technologiques, comment il maîtrise le montage, etc. Et bon, il y a toujours un petit peu la question de putain, il y a des blackface dans ce film, quoi, merde. Ah ouais. Ce film, il est en train de nous dire qu'il faut mater les noirs, il faut pas les libérer parce que sinon ils vont violer nos femmes, quoi, tu vois, il y a C'est toujours ce petit borderline, côté hein, truc. clairement. Mais de l'autre côté, tu peux toujours avoir un certain respect pour l'équipe technique, la façon dont ils ont amené ça, ou même les quelques acteurs qui étaient vraiment noirs qui se sont retrouvés à bosser là-dedans, C'est quoi, clair. justement. Ah oui, carrément. Qui ont été un petit peu oubliés dans l'histoire, justement, parce que c'est des gens qui voilà, quoi, ils devaient manger, il fallait bien qu'ils bossent pour rester à Hollywood et tout. Voilà, quoi. Mais ouais, du coup, c'est ça qui est un peu étrange finalement dans notre appréciation des films. Ouais. C'est que généralement, on a tendance à imaginer qu'un film, c'est la réalisation d'une personne, d'un cerveau, mais c'est forcément
c'est forcément plusieurs personnes. Et du coup, moi, je peux comprendre aussi que ça soit dommage de boycotter certains films. Mais on peut boycotter des auteurs au sens où on veut pas leur donner la glorification qu'ils auraient dû avoir. Mais je pense qu'il faut peut-être parfois se dire qu'il y a plus de choses dans un film. Et ça peut être intéressant aussi d'observer des films sans forcément condamner les autres personnes qui ont participé. Je pense que c'est une question d'actualité, tu vois. Ah bah oui. Parce que justement, boycotter, j'accuse sur le moment, je peux le comprendre parce que justement, l'argent reviendrait directement à des producteurs qui planquent un mec qui a été condamné pour crime sexuel et le criminel sexuel en lui-même. Mais si c'est un truc qui, justement, les concernés ne sont même plus vivants ou quoi que ce soit et qui touchent plus le moindre sou, à la limite, ça peut être intéressant. Je veux dire, c'est peut-être un petit peu exagéré comme exemple, mais Jack l'Éventreur, par exemple. C'est un personnage qui était très condamné à son époque, bien entendu, parce que c'est un serial killer quand même. Voilà. Mais de nos jours, on a une fascination pour lui. Tu vois, on essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a mené à ça, etc. C'est des questions qu'on peut se permettre maintenant parce que le concerné, il n'existe plus, on risque pas de le protéger en faisant des films sur lui ou quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, Melkor qui dit lire Mein Kampf pour le respect de l'imprimeur. Alors je pense que c'est pas comparable, pourquoi ? C'est pas trop comparable. Je pense que t'as fait une blague, hein. Mais c'est vrai que la question se pose. C'est que là où Mein Kampf il a été écrit par un mec vraiment horrible, et qu'il a été publié et qu'il y a des imprimeurs qui ont utilisé justement parce que c'est quand même une philosophie qui survit par ses écrits et tout, donc là je pense que c'est pas comparable parce que nous ce qu'on veut dire vraiment c'est que quand tu crées un film c'est la création de plusieurs personnes de manière c'est l'émergence de la volonté de plusieurs personnes, alors que là Mein Kampf c'est l'émergence d'une personne avec des supports extérieurs. Il n'y a qu'un seul artiste pour Mein Kampf, quoi. Enfin, artiste, on dira pas artiste s'il te plaît. Oui, bon, techniquement c'était un artiste, il avait fait des peintures. Ah oui, c'est vrai que dans sa jeunesse il était artiste, c'est vrai. Il était meilleur peintre que dirigeant, ça c'est sûr. Ah bah oui. Mais un autre truc intéressant aussi par rapport à Mein Kampf, domaine public. Oui aussi. À partir de là, on s'en fout de boycotter ou quoi. Si tu regardes le truc, les concernés vont pas toucher d'argent et donc il n'y a plus de soucis, quoi. Mais après, voilà, il y a toujours le problème de qu'est-ce que ces trucs enseignent. Il y a toujours des questions aussi pour Naissance d'une nation, quoi. Est-ce que c'est toujours ok de montrer ce film à des gens, sachant que c'est un film qui enseigne des trucs vraiment. C'est clair. Après, il y a un autre but qu'on peut donner à ce genre de film, c'est aussi dans la construction en opposition. Parfois, il y a des choses qui sont tellement mauvaises ou tellement problématiques qu'on peut les montrer pour justement dire c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que à trop vouloir montrer ce qu'il faut faire, les gens ils peuvent penser que c'est très large et tomber dans des extrêmes qui ne sont pas forcément bons. Ça, c'est un problème par rapport au biais, surtout. Parce que nous, bien entendu, on sait très bien que le racisme c'est mal, que le Ku Klux Klan c'est de la merde. Donc forcément, quand on va voir Naissance d'une nation, on va se dire tu nous racontes de la merde, quoi. Mais par contre, une personne qui n'a aucune culture là-dessus, par exemple, qui ne sait pas les aboutissants et qui se laisse porter par le film, il pourrait, voilà quoi. C'est un gros problème aussi dans des tas de bons films, etc. Comme par exemple, un bon exemple de ça, c'est American History X. C'est justement un film qui parle de l'histoire d'un mec qui est un néo-nazi, qui va en tôle pour avoir tué un mec dans son quartier qui était noir et tout. Et grosso modo, tout ce que la haine lui fait subir, quoi. Sa propre haine, ça fait qu'il se retrouve en prison, donc il se fait violer par des connards, etc. Il finit, le seul personne avec qui il devient pote, c'est un noir, donc du coup il finit par comprendre que la haine c'est mal, etc. Donc voilà, c'est quand même une œuvre qui est foncièrement antiraciste. Malgré tout, l'imagerie d'American History X est devenue un symbole de fierté pour des néo-nazis. Là, tu vois, il y a des gens qui essayent de reprendre le physique qu'avait Edward Norton dans ce film, qui se refont le tatouage avec la croix gammée sur le cœur, pareil et tout. Voilà, qui se rase la tête. C'est vraiment devenu un symbole de fierté malgré tout. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a ce que le réalisateur voulait raconter et ce que certains comprennent. Oui. À tort ou à raison, tu vois, parce que dans le cas d'American History X, c'est tellement évident que le message c'est pas du tout vive les néo-nazis que voilà, tu te dis c'est quoi ces débiles qui voient là-dedans. Mais t'as d'autres films où justement t'as une ambiguïté où tu te dis ouais, le réalisateur s'est loupé. Tu vois, moi c'est justement mon problème avec Green Book, c'est où il se vante d'avoir fait un film antiraciste, mais ils l'ont tellement mal fait que tout ce que tu vois c'est des logiques racistes, c'est lier le côté systémique du truc, etc. Quoi. Voilà, il y a l'intention et l'exécution. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. D'ailleurs, je vais répondre à King dans le chat sur la question d'un film n'enseigne rien. Alors, si on se prend le sens d'un film et de l'art et que l'art n'a pas pour vocation à enseigner les choses, c'est vrai. Sauf que ça le fait malgré tout. Alors en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en théorie, l'art
Alors, on peut catégoriser une chose comme art, mais qu'elle soit beaucoup plus large que ça. Il y a des choses qui sont dans la catégorie de l'art, mais qui apprennent par défaut des choses et peuvent nourrir la population en connaissances et en information. Techniquement, même il y a plusieurs fois de l'art qui ont eu pour but d'être un vecteur d'information. D'ailleurs, la plupart, il y a des peintures qui sont politiques, il y a plein de choses qui le sont. Pour La rester musique. dans le cinéma, c'est une grosse problématique par rapport aux maladies mentales et à l'autisme. Justement, c'est une question qui se pose de plus souvent. C'est la principale référence des gens par rapport à ça, c'est des films comme Le Silence des agneaux, comme Redman, comme. Après, c'est pas forcément bien. Hein. C'est pas non, ben c'est justement, c'est très critiqué justement parce que justement ça envoie de très mauvaises représentations de ces personnes, même si le but c'était pas ça, c'était juste d'explorer le mal, c'était de faire une petite histoire sympatoche entre son frère et tout, voilà. Mais tu vois, ils ont peut-être pas l'intention de vraiment éduquer sur la maladie mentale et tout, ils voulaient juste faire un film. Malgré tout, voilà, t'as des gens qui n'y connaissent rien, qui voient ça et qui se disent ah ils sont vraiment comme ça. Le problème c'est l'ignorance, justement, pas tout le monde est renseigné sur ce genre de sujet. Tu vois, il y a eu tout un scandale par rapport aux écriteaux qu'on mettait devant des films comme En temps n'emporte le vent et tout, en disant oh mais on est au courant et tout, bah bravo pour toi si t'es au courant. Mais il y en a d'autres qui sont pas au courant et justement faut les armer intellectuellement pour que ils se disent pas ouais ce film a raison. Alors là il met un argument qui est intéressant, techniquement, un film qui est censé éduquer, c'est pas un film, c'est de la propagande. Et ça dépend de ce qu'il enseigne et surtout qui demande à ce qu'on enseigne ça. À la définition de ce qu'on pourrait appeler de la propagande, factuellement c'est vrai. Après, moi ce que je vais rétorquer là-dessus, c'est que l'art peut être de la propagande selon la manière dont elle est. En fait, c'est plutôt c'est plutôt la personne qui possède l'œuvre et qui en fait quelque chose qui va dire si c'est de la propagande ou de l'art. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'essence. Alors, si on pourrait imaginer qu'il y ait une essence de l'art. Parce que si c'est pour enseigner une morale, tous les films font ça. Mais par contre, pour moi, la propagande, vraiment, c'est quand c'est pour arranger les puissants. Quand c'est vraiment les puissants qui demandent un truc. C'est par exemple un gros problème par rapport à la place des militaires dans les films. C'est soutenu par les militaires, c'est conseillé par les militaires. Montrez-nous comme ci, comme ça, montrez-nous comme les héros. Sinon, on ne vous finance pas. Techniquement, c'est de la propagande. De toute façon, c'est même très. Mais techniquement, la propagande, il y en a partout, mais là on va totalement dériver, c'est la question de est-ce que la propagande c'est nécessaire, profitable, est-ce que c'est bien, mal, enfin on va pas rentrer dedans parce que c'est trop compliqué. Oui, voilà. Mais c'est vrai que l'argument est intéressant, j'y avais pas pensé de base, voilà, mais c'est un débat qui est extérieur, débats, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant. Alors la Red Pill, on va pas en parler aujourd'hui, j'aimerais beaucoup... Ça l'a dit, c'est un bon exemple justement, il avait balancé ça par rapport à ce que les mecs voulaient raconter, enfin ce que les meufs voulaient raconter et ce que les spectateurs ont compris. Mais là, je pense que c'est justement un cas où les mecs sont juste enfermés dans leur biais et voient juste ce qui les arrange. Parce que les Red Pillers, justement, c'est les mecs qui disent que tous les problèmes des hommes, c'est à cause des femmes. Alors que c'est pas du tout ce que raconte Matrix, quoi. Ce qu'ils disent, c'est tous les problèmes des hommes, c'est le capitalisme. C'est le fait qu'on vous change en machine, etc. Mais bien entendu, c'est fait par des mecs qui veulent pratiquement protéger le capitalisme en niant tous les problèmes de société, quoi. Ouais, je comprends aussi. Mais du coup, pour parler de... Je pense que plus tard, on fera peut-être carrément tout un live pour parler de Matrix parce que c'est trop large. Justement, c'est une des sagas les plus discutées là-dessus. Et moi, actuellement... Faut voir les commentaires audio des films par des philosophes, faut voir les écrits de Rafik Djoumi. Rafik Djoumi, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait fait une grosse analyse sur Matrix, c'est probablement le plus gros fan de Matrix en France. Et en fait, avant même que les 2 autres films ne sortent, il avait déjà capté qu'est-ce qui allait se passer dans ces films-là. Juste en analysant les thématiques mises en avant, les directions qu'il mettait en place, etc., la logique mythologique et tout. Il avait tout deviné, avant tout le monde, avant que les films sortent. Pour te dire que, voilà, quelquefois, c'est vraiment des gens qui veulent juste rester dans leur biais, quoi. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, j'allais dire un truc super intéressant, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Jérémy, oui, ce que tu dis,